RTCI. 120 minutes, il en reste à peu près une cinquantaine de minutes et on va les passer en compagnie de notre invité dans Écosphère. J'ai nommé Mohamed Fessi, expert comptable et consultant en entreprise. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mandre. Alors là, j'ai déclaré en début d'émission que j'allais présenter trois choses. C'était le coup de cœur, le coup de gueule tout d'abord, en ce qui concerne les sabots, cette histoire de sabots, etc. Et puis un coup de cœur, c'est la réouverture de l'Africa, Mohamed. Ben, l'Africa ouvre ses portes. Voilà, exactement. Et tu sais, Mandre, que c'était le cinéma spécialisé dans les films français. Oui. Truffaut, Melville, tout ça. C'est ça, la nouvelle vague. Tout ça, et dans les années 70-80, le billet coûtait 600 millimes. C'était 600 plus 20 millimes, le timbre, le fameux timbre. Ça ne nous rajeunit pas. Mais c'était une salle luxueuse. Mais c'est une belle salle. Ça reste toujours. Et alors, moi, j'étais très content quand j'ai su que ça allait rouvrir le 31 octobre prochain. En plus, avec qui va faire la réouverture, c'est notre ami percussionniste Habib Samandi, qui est entre Vienne et Tunis et qui officiera dans un spectacle de Stambeli. Et ça, avec l'instrument le gombri, le fameux gombri. Hein. Voilà, c'est à partir du 31 octobre. Mais l'information, Mohamed Fessi, ça vous concerne, ça nous concerne tous, c'est l'obligation d'installer des caisses enregistreuses à partir du 1er novembre 2025. Je pense que c'est une bonne mesure. Alors, c'est un arrêté qui a été publié il y a 2 jours dans le journal officiel et qui oblige les personnes morales et ensuite les personnes physiques, celles qui sont en tant qu'entreprise prestataire de services de consommation sur place, c'est-à-dire celles qui exercent une activité à titre principal ou secondaire de vente de nourriture et ou de boissons préparées ou prêtes à la consommation et qui fournissent à leurs clients des services de consommation sur place. L'arrêté prévoit que les personnes morales exerçant dans les restaurants classés touristiques, salons de thé et cafés de 2e et 3e catégorie, elles doivent mettre en place une caisse enregistreuse à partir du 1er novembre 2025. Ensuite, les autres personnes morales qui exercent les activités de prestation de services de consommation sur place, ça sera une année après, alors que les personnes physiques soumises au régime réel au dépôt de déclaration mensuelle, elles seront soumises à ces règles à partir du 1er juillet 2025. Et pour ce qui concerne toutes les autres personnes physiques qui exercent les activités de prestation de services de consommation sur place, elles devront mettre en place des caisses enregistreuses à partir du 1er juillet 2028. Alors un petit commentaire, Mohamed, à propos de ça. Je crois que c'est une mesure qui va dans le sens de la... Non, oui, elle a tardé, mais compte tenu de l'environnement et aussi de la réalité du tissu économique et commercial tunisien. Donc c'est une mesure qui s'inscrit dans la logique des choses. Donc ça fait quelques années que, à travers notamment les lois de finances, on est en train de voir que pas mal de restaurants, de cafés, etc. sont en train de faire des chiffres d'affaires assez importants et qui échappent à l'impôt. Échappent à l'impôt. Et comme on est dans une phase où chaque sou compte, tout à fait. Pas qu'ici d'ailleurs, on va déborder sur le sujet, mais si vous voulez qu'on parle de ça, pas qu'ici, parce que beaucoup de personnes, surtout ici, croient que c'est propre à la Tunisie. C'est pas vrai. Moi, je regarde ce qui se passe dans un pays par exemple, qui est proche de nous. On voit que chaque euro compte. Et le cornu, le rescapé, je dirais le rescapé, parce qu'il a échappé aujourd'hui à une motion de censure. Et c'est tant mieux qu'il en soit ainsi, parce que sinon ça aurait été le cas en France, un pays avec qui on a on a des échanges et on est partenaires. Donc, je vois que chaque euro compte, parce que le problème et le débat, c'est sur une dépense colossale, la dépense de sécurité sociale. Je ne sais pas si les gens le savent ou non, d'abord si ça les intéresse ou non, mais dans un pays comme dans la France plus précisément, les dépenses sociales, avec l'ordre branche, assurance maladie et retraite, c'est 30% du PIB. Donc, c'est énorme. C'est énorme et il faut les financer. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Parce que et les Français ont été habitués à avoir cette couverture sociale et ce... Oui, ils ont un des meilleurs systèmes au monde, mais ça a un coût. C'est vrai. Ça a un coût. Il faut produire assez de richesses pour prélever assez d'impôts et de cotisations sociales pour financer tout ça. Et je vais en finir par ça. Lorsque le général de Gaulle a instauré ce système par répartition,
C'est pas comme aux États-Unis où le Alors, par système est répartition, par. Mohamed, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui financent Voilà. les Donc il y avait retraités. en 45-50, il y avait 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,6, 1,7. Oui. Parce que les gens vivent plus en bonne santé, et c'est tant mieux qu'il en soit ainsi. Et donc, il est logique, dans un pays comme l'Allemagne, les gens partent à la retraite à 67 ans. 67 En ans. France, c'était 62, la Au fameuse... Canada aussi, hein. Oui, oui, oui. Et aux États-Unis, les gens ne partent pas à la retraite. Moi, j'ai croisé des gens à 80 ans, des chirurgiens qui travaillent encore, parce que voilà, tant qu'ils ont la santé et la lucidité d'esprit, ils travaillent. Donc, bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de pays dans le monde sont confrontés à cette contrainte budgétaire, pas comme Tunisie. Donc chaque sou compte, chaque dinar compte. Il est vrai que ça fait des années, 15 ans plus précisément, que le budget tunisien est soumis à une forte pression, à une pression terrible. Moi j'ai vu tout à l'heure votre collègue parler du projet, voilà, c'est Mohamed Ali, du projet de loi de finances, 47 milliards de dinars. De recettes fiscales. Oui, de recettes, il faut aller les chercher. Entre impôts directs, droits de douane, etc. Donc, ce n'est pas évident. Et vous savez, quand il y a peu de croissance, les gens ne consomment pas beaucoup, donc moins de TVA. Peu de croissance, les entreprises ne gagnent pas beaucoup d'argent, donc moins d'IS. Ouais, donc, ce qui est plaisant en économie, c'est que tout se tient, finalement. Tout se tient. Le déséquilibre de la balance commerciale agit sur le déséquilibre de la balance de paiement. Le déséquilibre budgétaire, il agit sur le dinar, comme le déficit de la balance des paiements, etc. Donc, je vois que l'État tunisien n'emprunte plus depuis 2-3 ans à l'extérieur. Donc, il emprunte sur... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, relativement. Oui, parce que ça nous protège du glissement. Quand le dinar glisse, on rembourse plus. Mais on en a parlé, je crois, lors d'une émission antérieure, c'est ce qu'on appelle le crowding out, c'est l'effet d'éviction. Donc quand l'État puise dans les ressources nationales, cet argent, il aurait pu aller... Ça se fait aux dépens des petites et moyennes entreprises. Et de l'investissement productif. D'une manière générale. Voilà. Bien, alors aujourd'hui, Mohamed Fessi, nous avons choisi de parler des banques et particulièrement d'une mesure, c'est une loi qui a touché le secteur et qui a touché tous les agents économiques. C'est la fameuse loi sur les chèques. Alors, juste pour entamer les débats, une petite présentation des performances de banques. Au premier semestre 2025, les 23 banques tunisiennes ont affiché des résultats contrastés. Ainsi, la première banque de la place, elle a fait évoluer son produit net bancaire de 9,1%, alors qu'une banque publique a enregistré une baisse de 4,6% de son PNB. Et d'autres banques ont réussi à réduire leur perte nette, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui font des pertes. Attention, hein. Les performances globales du premier semestre 2025 montrent un ralentissement du secteur avec un PNB agrégé des banques cotées de 2,1% en glissement annuel. Alors, en regardant de plus près, Mohamed Fessi, le PNB de la première banque de la place, on remarque qu'il est composé à 36% d'intérêts, 17% de commissions, et tiens-toi bien, 47% d'opérations sur le portefeuille titres commerciaux et d'investissement. Alors, une première lecture peut-être de ces chiffres, Mohamed Fessi. Ce n'est pas du tout étonnant, parce que, je vous le disais tout à l'heure, tout se tient, parce que là, je vais vous présenter quelques chiffres, même si je ne m'attendais pas à cette question, je croyais que vous allez parler des... non, mais on va y aller. Mais on va y aller. Moi, j'ai juste mis les contours. En 2021, le niveau moyen de la masse monétaire M3, on était à environ 102 milliards de dinars. En 25, on clôturera à 136, une augmentation de 36%. Donc, qu'est-ce qu'elle indique, cette augmentation de la masse monétaire, Mohamed Fessi ? Elle indique beaucoup de choses, en fait. Premièrement, la hausse vertigineuse pour relier avec ce dont nous allons parler tout à l'heure. La masse de numéraires et de chèques en circulation a augmenté. On a frôlé à peu près 24,3, je crois. Oui.
Même un peu plus peut-être, oui. Et puis, il y a également le fait que l'État tunisien émet de plus en plus de bons de Le trésor, du trésor, oui. et que ces bons sont achetés par les banques. Donc aujourd'hui, C'est ce qui explique un peu le oui, portefeuille. 25% des actifs des banques, toutes banques confondues, donc 25% des actifs, c'est ces fameux bons de trésor. Donc c'est bon pour les banques, parce que c'est un rendement sans risque. Oui. Mais ce n'est pas bon pour l'économie, parce que ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Oui, ça crée un effet d'éviction. Tout cet argent qui allait cheminer vers l'économie productive est alloué à l'État. Mais en même temps, l'État n'a pas beaucoup de marge de manœuvre aussi, il faut être réaliste. Donc, oui, en même temps, l'État n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour boucler ses fins de mois. Voilà. Non, étant dans un déficit budgétaire chronique depuis 15 ans, il est normal que l'État va recourir à l'endettement. À ce genre d'endettement. Voilà. Oui, alors, nous allons un peu focaliser peut-être sur cette histoire, sur cette loi plutôt, qui est entrée en vigueur depuis à peu près 8 mois. C'est la nouvelle loi sur l'échec et son impact sur l'économie. Moi, je ne dirais pas sur la croissance, mais sur l'économie d'une manière générale, sur les agents économiques. Parce que nous aussi, nous sommes des agents économiques. Nous sommes acheteurs, nous sommes vendeurs, nous sommes prestataires de services, nous sommes consommateurs. Et je crois que, d'une manière concrète, nous avons quand même vécu, et nous continuons à le faire, des résultats pas très comment dirais-je, heureux au niveau de ces histoires de chèques qui... bon, on sait qu'ils ont évité le fait d'être utilisés comme un moyen de paiement à crédit, et c'est déjà une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'alternative, et on va en parler. Si vous permettez, oui, je vais commencer par planter le décor. Donc j'ai les chiffres vérifiables et traçables pour le premier semestre 25. Au-delà, ce sont des projections, mais j'ai préféré m'en tenir à des chiffres vérifiables et réalisés. Donc, premier semestre 2025, nombre de chèques émis 4 millions, en baisse de 67%. 67%. Premier semestre, oui. Premier semestre 2024, le chiffre était de 12 millions. En nombre. En valeur, on est à 27,6 milliards de dinars, en baisse de 55%. 55 ouais, encore 55%. Plus. Oui. Oui. Mais non, moi, baisse de nombre 67, baisse en valeur 55. C'est ça. Oui. D'un autre côté, le nombre de traites émises a augmenté de 2,1 millions. Pardon, pas augmenté. Le nombre de traites émises au premier semestre 2025, 2,1 millions. C'est ça. Soit une hausse de 155% par rapport à la même période de 2024. En valeur, on a émis pour 25,6 milliards, presque autant que les chèques. Et ce qui va vous étonner, c'est que le taux de rejet des chèques, premier semestre 2024, on était à 11,6%. Premier semestre 2025, on est à 10,6%. Là, vous allez me dire, non, tout ça pour ça. Voilà, c'est ça. Mais moi, cela ne m'a pas étonné. Voilà, tout ça pour ça. On s'y attendait un peu, Mohamed Fessi, franchement. On s'y attendait un peu. Hein. Donc, d'aucuns diront que toute cette réforme, pourquoi opérer une réforme aussi radicale dans les moyens de règlement pour aboutir à ça? Oui. Bon, ma réponse, personnellement, c'est que le jeu réellement en valait la chandelle. Pour quelques raisons que je vais vous citer. D'abord, cette réforme a été conçue pour réduire les fraudes, les impayés et les incidents liés aux chèques sans provision. En deuxième lieu, ce qui est plus important, elle a été conçue pour moderniser le système de paiement afin pour renforcer l'inclusion financière. Troisième lieu, pour restreindre le rôle crédit informel implicite du chèque. Oui. En quatrième lieu, pour rationaliser les flux de paiement, autrement dit, encourager les paiements électroniques. Et en dernier lieu, pour alléger le poids judiciaire, dans la mesure où on a dépénalisé
les chèques sans provision dont le montant sont inférieurs à 5 000 dinars. 5 000 dinars. Donc l'initiative, à mes yeux, elle est ambitieuse. Elle vise la sécurité, la modernité, la transparence des fraudes, la réduction des fraudes, la transition vers des moyens de paiement plus propres, si vous permettez. Donc, il est vrai que la conséquence, dans un premier temps, le temps que les choses se mettent en place, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, une chute brutale aussi bien du nombre que du volume des chèques émis, et un report vers un déplacement vers les traites. Et puis, ce qui est mauvais à mes yeux dans tout ça, c'est le retour du cash. C'est un grand retour du cash. Je vous le disais tout à l'heure, une hausse vertigineuse. En une année, la masse monétaire M3, a augmenté de 11,3%. Et je vous ai dit tout à l'heure, sur 5 ans, c'est 36-37%. Donc, à mon sens, à court terme, même si les coûts de transition sont élevés, qu'il y a eu des bouleversements dans les habitudes, il y a une réticence aussi de la part de certains commerçants. À moyen terme, je pense que si l'adaptation réussit, on peut espérer un environnement plus stable, moins de contentieux, un système de paiement plus sûr et une meilleure confiance, et des alternatives plus robustes, traite, carte, virement digital, etc. Oui, mais est-ce que ne pensez-vous pas que cette loi a vraiment contribué à freiner l'économie ou les opérations économiques d'une manière générale? Les gens qui avaient des projets et qui faisaient des paiements à terme, etc., ils ont laissé tomber ou ils ont décalé ces projets-là. Je pense que là, il y a lieu un peu de se pencher sur ça. Hein. C'est sûr. Je vous le conseille, c'est sûr. Mais je vais répondre en 2 temps. Si on s'en tient aux chiffres publiés par l'INS, la croissance du PIB a été de 1,6% en T1 et de 3,2% en T2. 2,4 pour le premier semestre. Combien? 2,4 pour le premier semestre, voilà. Oui. Pour le pays, donc 1,6. C'est ça. C'est ça. Bon. Il est vrai que cette croissance a été tirée par des facteurs comme l'agriculture, etc. Le tourisme. Le tourisme, etc. Bon, ça, c'est bon. Mais il est vrai également que ce changement brutal dans les habitudes, ce changement forcé, obligé. Vous avez utilisé le terme qu'il faut, brutal. Brutal, dans les habitudes forcées. Parce qu'il aurait pu se faire et s'étaler sur, comme par exemple cette obligation d'installer les caisses enregistreuses qui va se faire sur plusieurs années. Oui, on aurait pu, mais maintenant ça c'est fait. Oui. C'est fait. Mais alors quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés? Moi je pense que les secteurs les plus impactés, ce sont les secteurs du commerce, du détail en premier lieu à mes yeux. Beaucoup de Tunisiens ont pris l'habitude de faire d'abord pas du détail, des biens d'équipement, des biens d'équipement en premier lieu, réfrigérateurs, la vaisselle, meubles, etc. Vous savez, il y a toute une activité aujourd'hui qui est l'activité des mariages et les gens s'équipent. Pas uniquement pour ça, mais essentiellement ils s'équipent. Et généralement, le Tunisien a appris à fractionner ses achats. Faute de pouvoir d'achat conséquent et de moyens. Moi, je peux vous dire que, à mes yeux, tous les secteurs ont toussé, même le secteur de la construction. Il y a beaucoup, vous savez qu'en Tunisie, il y a beaucoup de gens qui construisent petit à petit leur petite maison. Oui. Parce que la promotion immobilière, c'est pas partout, c'est dans les grandes villes. C'est vrai. Et le Tunisien, alors il a acheté à terme. Voilà, il a acheté à terme ses matériaux de construction. Et je peux vous dire, même, on m'a dit, c'est pas un secret, que même il y a des parents qui paient la scolarité de leurs enfants. Absolument. En émettant des chèques. Mais absolument, parce que quand on doit payer 10 000 dinars pour la scolarité d'un élève dans une école privée ou dans un lycée privé, 10 000 dinars, c'est pas évident. Hein. Et donc forcément, c'est des paiements à tempérament. Donc, pour résumer, je vous dirais que commerce de détail et distribution, BTP et matériaux de construction,
biens durables, électroménagers, immobilier, services Les agences professionnels. de voyage aussi. Les agences de voyage, oui. Les agences, Ouais. oui, oui. Le Tunisien, moi, je connais. Bon, je ne peux pas faire de la publicité, mais les deux principales agences de la Tunisie, eh ben, 80% de leur chiffre d'affaires, même plus, le faisaient à travers des paiements fractionnés. Le Tunisien paie aussi ses vacances d'été ou d'hiver en émettant des chèques à terme. Voilà. Oui. Et donc là, c'est en fin de compte un impact qui était plus ou moins attendu, hein, avec cette transition assez brutale. Mais est-ce qu'on peut faire une évaluation déjà à mi-chemin, disons est-ce qu'on est, est-ce qu'on est vraiment dans la bonne direction, ou est-ce que vraiment il faut des choses, il faut des améliorations, il faut une refonte, il faut une réforme, je ne sais pas. Moi, je pense que personnellement, on est dans la bonne direction. Bon. Mais il faudrait que le relais soit pris par d'autres formes de. C'est de en fait, paiement. Mohamed Fessi, c'est le oui, mais Non, mais oui, Oui. oui, non pas mais oui, parce que moi je vous dis, la loi est là et aux agents économiques de s'adapter. Et le chèque n'est pas l'unique moyen de paiement. oui, Il mais faudrait aller voilà, vous avez parlé- vers le crédit de Oui. consommation, il Oui. faudrait aller vers Oui, le paiement oui. fractionné, ce qu'on appelle le buy now, pay later, C'est ça. la traite bancaire, on en a parlé. Oui, mais la traite, Euh, Mohamed, tiens, je reviens un peu oui. sur cette histoire de traite. Écoutez, alors la traite, déjà, est-ce que vous avez eu l'occasion de remplir une traite, Mohamed? Oui, Certainement, oui, hein. oui, bien sûr, oui, bien Bon. sûr. Vous ne trouvez pas qu'elle est assez compliquée et qu'il y a Non, plein de non, cases? non, ça, pas- non, non, parce que vous êtes expert comptable, attention. Bon. Le citoyen lambda, moi je pense qu'il ne saurait pas saisir et remplir une lettre de façon, disons, aisée et Non. accessible. Moi, de toute façon, ça m'a été raconté. Hein, Bon, écoutez, puis- écoutez, moi, j'ouvre une parenthèse. Moi, je fais partie des gens qui pensent que quand on veut un peu, le même citoyen lambda s'affairerait à remplir une déclaration pour l'obtention d'un visa qui lui prendrait avec. oui, mais bon, Oui, 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 le même. Mais la Moi, comparaison, sincèrement, le citoyen. mais la Sincèrement, comparaison n'est pas raison. Hein, moi. Oui, oui, je sais, moi. Mais sincèrement, si c'était pas pour aller faire un Là, voyage. il est pour- vraiment, il est obligé. Il est, Oui, il mais est- vous je savez, dirais- est-ce que. Et puis, il le fait pas de bon je ne sais cœur. pas hein. si vous avez rempli le formulaire Oui, pour, oui, j'ai rempli, bien sûr. pour évidemment. aller en Bah, bah. Angleterre. Et... Ah non, Ouais, et en ça vous Angleterre, prend, non. vous prend facilement 2 heures de temps. Oui, mais là. Donc, et pourtant, le Tunisien le ferait sans rechigner. Parce qu'au bout du compte, peut-être, parce qu'il y a un voyage au bout du compte. Non, non, sincèrement, vous savez, j'essaie toujours d'être raisonnable et réaliste. Remplir une traite ne demande pas beaucoup d'efforts, sincèrement. Bon, maintenant, vous me dites si des commerçants rechignent et acceptent une traite, ça c'est un autre débat. Mais pour Mais en plus le de ça, consommateur, remplir une traite, ça ne prend pas plus que 2-3 minutes, sincèrement. D'accord, bien, bien. Mais il y a aussi un effet financier, un effet financier sur l'effet. Il y a des prélèvements de commission, Mohamed. Sur chaque Oui. effet, il y a 1 dinar 200 et 4 dinars 600, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 5 dinars 800. Oui. Moi, si tu me donnes des effets à payer de 30 dinars ou de 40 dinars par effet et que je paye dessus 5 dinars 800, C'est beaucoup. C'est Sur beaucoup. 48-10%, oui, c'est Voilà, beaucoup. c'est beaucoup. Oui, oui. donc oui. là, c'est vrai que éventuellement c'est une alternative, mais c'est une alternative qui coûte de l'argent. Mm. Et c'est le cas également des TPE, Mohamed. Oui, ça Là, coûte on en a l'argent. parlé. Oui, oui, oui. C'est pour ça Alors, que oui. la dernière oui. fois, je suis allé faire un vidange. Bon, excusez-moi de vous parler de choses privées, mais elles sont concernées c'est des choses qui sont concernées par tous ceux qui ont des véhicules. Et le vidange a coûté 235 dinars. Et quand j'ai présenté ma carte, la bonne dame m'avait dit: ah non, non, on n'a pas de TPE. Et pourquoi vous n'avez pas de TPE? Parce que les commissions sont très importantes. Voilà. Les commissions sont de l'ordre de 4%. Je vais vous dire, Mandre. Allez. Les commissions, quand on s'adresse à un commerçant qui fait une petite marge, Voilà. il n'est pas du tout intéressant pour lui d'accepter un paiement par carte. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si, par exemple, si sa marge
net. Les stations-service, par exemple. Oui, par ils n'ont exemple. pas beaucoup de marge sur le Oui. litre d'essence des Voilà. stations-service. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas. Et Bon, certains acceptent, heureusement. mais moi, je pense que dans tout ça, C'est les banques qui doivent jouer un rôle là-dessus. voilà, C'est moi, pour ça. oui, c'est les banques qui doivent jouer un rôle, mais plus important, à mes yeux, le plus important, c'est pardon. La situation étant ce qu'elle est. Maintenant, la loi, elle est là et on l'applique. Je pense qu'il faudrait que les banques aillent plus rapidement vers le crédit à la consommation. Oui. Je pense que aujourd'hui, les banques rechignent à y aller pour diverses raisons. Les raisons qui sont invoquées par les banques. Tu sais que moi j'étais dans la finance et il y a des années, Mohamed, qu'on parle de scoring, qu'on parle de crédit de bureau et là on voit rien du tout. Et c'est pour ça qu'on continue à rejeter et à vraiment donner à de très, comment dirais-je, petites opérations le sort qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire le fait que les banques rechignent réellement à octroyer des crédits à la consommation. Les banques rechignent pour plusieurs raisons. La Oui, bien première, sûr, elle est réglementaire. Vous savez, les Mm. règles prudentielles, etc. Et parce que les banques sont tenues à des ratios de solvabilité, Oui, c'est de clair. liquidité. La deuxième, c'est pour les banques, la rentabilité de ce crédit n'est pas Oui, parce que c'est des petits montants. voilà, Et c'est puis, petit montant et parce qu'il y a et, beaucoup de frais de dossier. voilà. Et puis, les banques, dans leur stratégie... Et le risque aussi. Le risque parce que- aussi est beaucoup plus élevé. Et puis, vous en parliez, le manque d'outils de scoring Ah oui. et de digitalisation des risques, même si certaines banques, comme le BCI, bon, je ne fais pas de la pub pour cette banque, elle avance bien sur ce dossier de scoring. Mais vous savez, moi, ce qui freine le scoring en Tunisie, c'est l'absence de base de données partagées. Oui, mais c'est C'est ça ça. le problème. Le problème, c'est que- C'est la Banque centrale, là. Oui, C'est il y a la Banque il y a un centrale. travail qui est financé, je crois, par Ah oui. l'IFC, filiale de la C'est Banque la- mondiale, qui est en train d'être fait C'est au la niveau Banque de la Banque centrale qui mondiale. doit mettre Oui. à disposition ces données-là Mm. pour qu'on puisse octroyer Voilà. et permettre d'être en conformité avec toutes les normes et les règles prudentielles. Mais aujourd'hui, chaque banque travaille avec sa propre base de données pour le Oui, c'est scoring. ça. Et ce qui ne permet pas d'avancer rapidement. Mais je sais que la Banque centrale, elle avance aussi sur une base de données grâce à un programme financé par l'IFC, filiale de la Banque mondiale. Oui, Donc, et puis, nous en parlions tout à l'heure, les banques, elles sont aujourd'hui, entre guillemets, dans une position confortable à partir du moment où elles peuvent prêter à l'État à des taux c'est pour ça. élevés, Voilà, à des je, taux élevés. je me dis, voilà, moi à la Sans place risque. d'un dirigeant, Donc, bon, voilà. d'un dirigeant bancaire, moi, je serais bien dans cette zone de confort en prêtant à l'État, qui est un prêt sans risque, Mhm. au lieu de fournir des crédits à une petite PME de quelques salariés et qui risque de ne pas honorer les échéances qui lui sont dues. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ça, je retrouve le chiffre, c'est 24,7% fin 2004, la part du financement du secteur public, État plus entreprises publiques dans le total C'est des le actifs quart. bancaires. Voilà, c'est le C'est le quart. cas, Voilà. oui. Croissance des crédits aux entreprises et administrations publiques, 9,5% pour le public, 1,5% pour le privé en 2024. Voilà, Donc, 1,5% de croissance en du crédit 2024-2023 pour le les privé, privés. Alors, 9,5% pour le public. comment voulez-vous créer de la richesse, Mohamed Fessi, et encourager la production et l'investissement avec des taux, avec un accroissement de ces crédits, de ce volume-là? C'est pas possible. C'est pas Mais possible. ça c'est la responsabilité partagée, Mansour. Il y a d'un côté les pouvoirs publics qui sont contraints à lever des fonds à l'intérieur, et il y a aussi la responsabilité du Oui, mais banquier qui est dans une zone de confort aussi. Mais tu es auditeur d'entreprise, tu es conseiller d'entreprise, etc. Mais les entreprises ne se retrouvent plus.
Et les créations de projets, ça devient de moins en moins, ça devient de moins en moins important. Oui, Mandra. Écoutez, Mandra. J'essaie toujours d'être objectif et réaliste. Aujourd'hui, vous avez la contrainte budgétaire depuis 15 ans. C'est vrai que l'État tunisien, il faudrait pas qu'il y ait un shutdown. Il faut que l'État tunisien paie des salaires, etc., etc. Faire bouillir la marmite. D'un autre, il y a cette contrainte budgétaire, elle est là. De l'autre côté, il y a un secteur informel qui est considérable en Tunisie. Donc, on dit qu'il est l'ordre de 30-35% et même plus. Hein. Même plus. Oui. La Banque mondiale parle mais, de 50%. Mais on le dit chaque année dans les lois de finances, Mohamed Fessi, on dit que voilà, on va réintégrer une bonne partie du secteur. Mais on le fait, mais en douceur, lentement. Donnez-moi le bilan, donnez-moi le bilan du statut de l'auto-entrepreneur, dont on a dit dont on a dit des merveilles. Donc, alors, l'année dernière, c'était pratiquement à la même date. On parlait, on faisait des conférences, on faisait des formations, etc. pour développer cet aspect-là. Sincèrement, je n'ai pas ce bilan, mais c'est peut-être au pouvoir public, au ministère des Finances de le faire. Mais je continue un peu dans mon idée. Donc, vous savez, vos auditeurs, du moins les initiés, savent qu'il n'y a pas que le financement bancaire. Il y a le marché financier également. Pourquoi les entreprises ne vont pas lever de l'argent? Ah, ça c'est une autre... C'est vrai, mais c'est vrai. Maintenant, encore une fois, je suis obligé de vous dire, on a une contrainte budgétaire qui dure depuis 15 ans. Et l'État fait des efforts. L'année dernière, le budget de 2024, de 2025 n'a pas augmenté, il a augmenté de moins de 1% par rapport à 2023. Et cette année, 5%. C'est en gros un tout petit peu moins que l'inflation. Donc, l'État qui n'est pas... Mais il fait, entre guillemets, des efforts. Mais les entreprises peuvent aussi faire des efforts. Il n'y a pas que le marché bancaire pour financer une entreprise. Pourquoi les entreprises rechignent à ouvrir leur capital et à aller vers... Pourquoi les entreprises rechignent à être totalement transparentes, à ouvrir leur capital et aller vers le marché? Oui, je crois que là, il y a un gros travail à faire parce que... C'est vrai. C'est vrai que bon, là, on a peut-être quelques soucis de transparence et une culture où un peu de faisons les choses de manière cachée, etc. Et je crois que là, il faudrait peut-être évoluer. Et nous sommes certainement obligés d'évoluer vers la recherche d'autres types de financements que les financements bancaires, qui constituent 90%, je pense, de l'ensemble des financements. Hein. Et voilà, donc si l'État, j'allais dire occupe, si la part de l'État et des entreprises publiques s'élève à 25% du total de ces banques, donc il est normal que la part qui va être servie aux entreprises va se réduire d'année en année. Donc c'est un effet mécanique, je dirais. Oui, et l'effet mécanique voilà, nous amène à quasiment la fin de cet entretien, Mohamed Fessi. Alors, qu'est-ce que vous direz en fin de cet entretien assez riche comme d'habitude? Moi, comme d'habitude, je suis un volontariste. Je dis que tout n'est pas parfait. Tant mieux. Mais tout est perfectible. Donc que chacun assume ses responsabilités. Les douanes ne doivent pas tout, sincèrement. Les douanes, nous, on a été peut-être élevés avec une mentalité où les douanes doivent tout aux citoyens. Non, l'État ne doit pas tout. Les citoyens doivent plus à l'État. Vous êtes vraiment un grand partisan de l'État. Oui, moi, non, je ne suis pas un partisan de l'État. Moi, non, je vous parler de Kennedy quand il a dit ne dites pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, dites-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et il y a de ça. Il a dit il y a 60 ans. Il y a de ça également. Donc, je ne suis pas... Non. Alors, pour retourner en fait à cette réglementation de chèque, vous allez... Mais à partir du moment où vous avez... où l'État est un acteur fondamental dans l'économie. Pas qu'ici, en France, l'État ponctionne que 58% des richesses. Oui, c'est vrai. On dit que c'est une économie libérale. Elle n'est pas aussi libérale que ça. À partir du moment où l'État ponctionne 58% des richesses. C'est vrai. Donc, l'État, il pèse, il est là. Donc... là, vous demandez un peu plus de volonté et de détermination de la part des entreprises. Peut-être que je demande à l'État d'aller plus vite dans les réformes. Mais je demande également aux agents économiques d'assumer les responsabilités. Je leur dis honnêtement, calmement, assumez vos responsabilités. Et pour revenir peut-être et conclure sur cette histoire de réglementation des chèques, il faut surtout accélérer pour trouver des alternatives
diminuer les commissions pour avoir des TPE un peu partout. Et pourquoi ne pas régler avec un smartphone? Parce que là, il et faut comme vient d'indiquer un de nos auditeurs, les cliniques qui exigent de l'espèce devant un cas d'urgence, ça c'est encore une fois... Ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du Et tout. on le dénonce fortement. Oui, franchement, ça, c'est pas parce que normal. Ça, c'est pas normal. on a des vies qui sont en jeu. Qui sont en jeu, et on et vous c'est dit, pas- apportez 5 000 dinars ou 10 000 dinars en espèces. Et c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Et si, Il faut le dénoncer. Voilà. On le fait d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudrait qu'on passe rapidement vers des paiements, les paiements digitaux. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ça? On a les compétences, on a les qualifications, on a les infrastructures. Qu'est-ce qu'on attend pour ça? Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez que dans l'Afrique, dans la brousse africaine, on m'a dit que les paiements digitaux et électroniques sont de mise. Donc oui, il faut passer, oui. Là, quand Mohamed, vous voyagez souvent, quand vous allez en Europe, quand vous sortez des billets, ils vous regardent comme ça, de billets. Même si la Banque Centrale Européenne, il y a deux semaines, a émis un communiqué pour dire à tous les citoyens européens de garder un peu d'espèces chez eux. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Oui, voilà, donc oui, mais bon, c'est pour d'autres raisons. Hein. Pour d'autres raisons, voilà. Merci beaucoup, Mohamed Fessi, encore une fois, pour cette intervention riche et passionnante. On a parlé des banques, on a parlé de cette loi sur les chèques, et puis on a écouté de la musique, de la bonne aussi. Là, cette fois-ci, je crois que c'est... Alors, Charles Basset, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit, bien sûr. Et Where Do I Begin? Je crois qu'il y a un James Bond de la bande originale. Et voilà. Goldfinger, c'est ça, non? Goldfinger. Voilà, Goldfinger. On ne va pas écouter Goldfinger, on va écouter Where Do I Begin? Avant que vous ne clôturiez votre émission, merci pour le titre que vous m'avez passé. C'est une pépite. Hein. A Day in the Life, c'était... C'est Sgt. Pepper Lonely Hearts Band. Ça date de 1967. C'est un album phare dans la musique pop et rock. Donc, A Day in the Life, c'est le titre, la pierre angulaire. Et c'est un titre qui a des dimensions philosophiques. Voilà. Ouais. Il a donné une autre dimension à la musique. Oui, musicalement. C'est incroyable, c'était fait une par grande orchestration, un grand arrangement. De 25 ans de mais c'est un titre, quand vous écoutez les paroles, il a des dimensions philosophiques, carrément. Voilà. Écoutez alors les paroles. Merci à toi, Mohamed Fessi. Et puis à bientôt pour un autre passage sur RTCI du Studio 10. Voilà, on continue à écouter Where Do I Begin